Bienvenue à tous en direct. Voici les titres du 22h ce soir. Dans une interview accordée au journal Le Monde, Nicolas Sarkozy critique le veto anglais au traité européen et écarte la menace de perte du AAA français. Le chef de l'État se dit confiant sur une sortie de crise, tandis que François Hollande souligne la nécessité de renégocier l'accord sur l'euro. Une chose est sûre, la campagne présidentielle a bel et bien commencé avec des invités surprises comme Dominique de Villepin dont la candidature fait grincer bien des dents. Analyse à suivre dans le 22h du journaliste Serge Raffi. Et puis les critiques du gouvernement se concentrent sur le Sénat, présenté comme le laboratoire du candidat socialiste François Hollande. 3 mois après le basculement historique à gauche, quel rôle tient cette assemblée dans le paysage politique et comment pèse-t-elle sur le scrutin de 2012? Nous ferons ce soir un premier bilan des premiers pas du Sénat de gauche avec comme invité son président, Jean-Pierre Bel, dans un instant. Et puis il y aura bien des suppressions de postes chez Areva, 1200 en Allemagne. La situation est différente en France où le groupe nucléaire parle de non-remplacement de 1200 postes mais sur fond de gel des salaires. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est un accueil plutôt mitigé. Après avoir salué dans un premier temps l'accord européen conclu à Bruxelles, les bourses sont dans le doute. Elles finissent d'ailleurs en forte baisse ce soir. Mais pour Nicolas Sarkozy, ce pacte budgétaire crée les conditions d'un rebond. Faux, rétorque François Hollande qui propose sa solution, Elisa Bertholomé. 3 jours après l'avoir créé, Nicolas Sarkozy continue de soutenir avec force son traité intergouvernemental. Dans une interview au journal Le Monde, le président de la République parle d'une étape décisive vers l'intégration européenne et d'un accord qui crée les conditions du rebond et de la sortie de crise. Un traité qui est loin de faire l'unanimité à gauche, le PS propose un contre-projet basé sur plus de croissance et moins de rigueur. Le candidat François Hollande a lancé l'assaut dès ce matin. Cet accord n'est pas la bonne réponse. Si je suis élu président de la République, je renégocierai cet accord pour y mettre ce qui lui manque aujourd'hui. Des propos qui remettent en cause la crédibilité de la France, selon le Premier ministre François Fillon. Mais pour les socialistes, le gouvernement n'a pas de leçon à donner. La position de renégociation est une position extrêmement réaliste, qui a des précédents et qui peut rencontrer des interlocuteurs. Et donc c'est une position sérieuse. On ne peut pas accepter qu'elle soit discréditée, comme a voulu le faire François Fillon. Encore une fois, il n'a aucune leçon à donner. Ce Premier ministre qui a trouvé une situation mauvaise et qui l'a aggravée à la tête du gouvernement. Et puis ensuite, la démocratie, c'est ça. Mais les motivations du PS vis-à-vis de ce traité restent floues. Les socialistes donnent peu d'explications sur les conditions de renégociation. Surtout, les proches de François Hollande refusent de se prononcer sur son mode de ratification. Et surtout, prendre ses distances pour ne pas être éclaboussé. François Hollande se protège des affaires internes au Parti socialiste. Après les Bouches-du-Rhône, le candidat adopte la même attitude vis-à-vis de la situation dans le Pas-de-Calais. Tous les détails avec Bérengère Danglas. Après les Bouches-du-Rhône, voilà le Pas-de-Calais, nouveau sujet de querelle au Parti socialiste. Si les régions diffèrent, les acteurs sont les mêmes. Arnaud Montebourg et Martine Aubry qui s'accusent mutuellement de nuire au parti. Alors que les ex-candidats à la primaire s'écharpent, à la fédération, Christophe Borgel voit lui la main de l'UMP derrière l'affaire. Il n'y a aucun fait, parmi ceux révélés par la presse, dont on peut dire qu'ils sont avérés. Et donc on voit bien dans la déclaration de Mme Rousseau-Debord et d'autres responsables de l'UMP à quel point on a là une manœuvre qui vise à perturber la campagne présidentielle dans un moment où le président sortant semble particulièrement en difficulté dans les enquêtes d'opinion. Difficile d'imaginer les Inrocks, hebdomadaires clairement situés à gauche, rouler pour le parti de Nicolas Sarkozy. Pourtant, la contre-attaque n'étonne pas David Servenet, l'un des 2 journalistes à l'origine de ces révélations. Après 2 ans d'enquête, il reste convaincu que Martine Aubry et François Hollande ont été alertés à de nombreuses reprises des pratiques douteuses de la Fédération du Pas-de-Calais. Ils avaient conscience de tous ces problèmes au sein de la Fédération, notamment du Pas-de-Calais, mais que pour diverses raisons, parfois de bonnes raisons, mais parfois semble-t-il aussi des raisons un peu moins bonnes, voire franchement mauvaises, ils n'ont pas voulu ou pas su ou pas pu
prendre en compte ce phénomène et essayer de le corriger. Mais pour ne pas que ce nouveau scandale ne perturbe sa campagne, aujourd'hui, François Hollande prend ses distances. Ce matin, le candidat a affirmé n'avoir jamais été au courant. C'était le 25 septembre dernier, le Sénat basculait à gauche, bouleversant ainsi le paysage politique. Moins de 3 mois après, les conséquences pratiques de ce changement sont bien là. Un projet de budget 2012 totalement remanié, des mesures gouvernementales méthodiquement détricotées, le droit de vote des étrangers aux élections locales adoptées, etc., etc. Alors même si, vous le savez, l'Assemblée nationale a le dernier mot, le nouveau Sénat imprime sa marque. Mais au fait, quelle est cette marque et quel rôle joue le Sénat désormais de gauche et comment compte-t-il peser pour 2012? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, l'invité du 22h ce soir, et je l'en remercie, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Il y a 2 mois et demi, le 25 septembre, Jean-Pierre Bel, vous aviez affirmé que le Sénat de gauche ne serait pas un Sénat d'obstruction. Est-ce que la promesse est tenue, selon vous? Oui, je crois que nous l'avons montré, d'une part en mettant en place ici une gouvernance la plus partagée, la plus équilibrée possible, et d'autre part aussi en approuvant un certain nombre de dispositions, de textes qui nous paraissaient aller dans le bon sens, en tout cas ne pas aller dans le mauvais sens. C'est le cas de notre appui sur la mise en place de Dexia, ou plutôt les réformes qui étaient à faire suite au problème de Dexia. Et par ailleurs, nous avons plutôt approuvé le projet de loi sur le médicament que Xavier Bertrand a présenté. Alors ça, c'est le verre à moitié plein et pourtant, le gouvernement dénonce le verre à moitié vide, c'est-à-dire un Sénat qui détricote à tout va. Est-ce qu'il n'y a pas de votre part, et c'est peut-être légitime pour vous, une volonté de mener la vie dure à l'équipe Fillon-Sarkozy ? Qu'est-ce qu'on pouvait attendre réellement d'une nouvelle majorité au Sénat? Qu'elle aille dans le sens de ce que le gouvernement propose ou au contraire qu'elle fasse entendre sa voix? D'abord, elle avait promis de faire entendre sa voix en direction des collectivités territoriales. C'est ce que nous avons fait. Nous avons voté des textes sur le conseiller territorial, sur la mise en place des cartes de l'intercommunalité. Et ensuite, c'est le calendrier qui voulait ça. Nous nous sommes, si je puis dire, attaqués au budget. Et en effet, dans le budget, nous exprimons un certain nombre de convictions, de valeurs qui sont différentes de ce que nous propose la majorité. C'est assez étonnant de voir que la droite... Mais vous les entendez? Oui, je les entends s'inquiéter de ce que nous n'avons pas le même avis. Sur le Sénat de gauche, selon vous, c'est injuste? Écoutez, je crois, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre eux, je crois que pour ce qui les concerne, ils ont eu du mal à se débarrasser d'une forme de culture majoritaire. Et peut-être que nous, par moment, nous devrions aussi nous débarrasser d'une culture d'opposition qui n'est plus de mise aujourd'hui, en tout cas au Sénat. Voilà, il faut s'adapter à une nouvelle situation. En tout cas, moi, j'ai essayé de tout mettre en place pour que chacun ici ait conscience que la transition républicaine s'est passée de la meilleure des façons et qu'en tout cas, nous, la gauche, et notamment les socialistes, nous n'avions pas une vision hégémonique du fonctionnement du Sénat. Vous avez souvent reproché, vous et d'autres socialistes, à l'ancienne majorité de droite, d'obéir au gouvernement, d'avoir le petit doigt sur la couture du pantalon. Est-ce qu'il faut comprendre que si François Hollande gagne en 2012, le Sénat de gauche ne lui est pas forcément acquis ? Écoutez, je pense que le Sénat de gauche sera plus favorable à un gouvernement de gauche avec un président François Hollande que ça n'a été le cas dans le passé. Pas une chambre d'enregistrement des vœux d'un gouvernement de gauche. Mais vous avez raison, le Sénat reste le Sénat. Nous avons une vision spécifique des choses. Nous avons souvent la volonté d'améliorer la qualité des lois qui nous sont proposées. Et il peut nous arriver de ne pas être d'accord. Sur le texte Dexia dont j'ai parlé tout à l'heure, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale n'avait pas pris la même position que la majorité de gauche ici au Sénat. Non, je crois que nous serons suffisamment indépendants d'esprit pour ne pas reproduire ce que nous avons connu dans le passé de la part d'autres, c'est-à-dire une majorité Godillot. Alors, on va regarder ensemble et analyser, si vous le voulez bien, les changements depuis le basculement à gauche du Sénat, les textes votés dont vous avez parlé, et on en parle juste après. C'est un résumé de Margot Brio. Vous ne m'empêcherez pas de parler, mes chers collègues. Hurlez tant que vous voulez, ça démontre que vous êtes vraiment très en colère d'avoir perdu cette haute chambre.
Scène inattendue dans un palais peu habitué aux éclats de voix. Mais depuis 2 mois, la droite est dans l'opposition et c'est la gauche qui lui dicte sa loi. De la suppression du conseiller territorial à la fin du travail dominical, elle n'hésite plus à détricoter les mesures du gouvernement. Dernier exemple en date, le budget 2012, exit le bouclier fiscal ou l'allègement de l'ISF. Fini la loi TEPA sur la défiscalisation des heures supplémentaires. La gauche s'attaque aux emblèmes du quinquennat Sarkozy. Le Sénat a montré non seulement qu'il existait, ce qui n'est pas le but en soi, le Sénat a montré qu'il réfléchissait et qu'il était en cohérence avec les propositions que nous allons faire dans le cadre de la campagne électorale. 2012 fait son entrée dans l'hémicycle, l'occasion pour la nouvelle majorité de tester son projet présidentiel aux grandes dames de la droite. Nous observons chez nos collègues du Parti socialiste que, d'une certaine manière, ils s'y croient déjà. Et tant pis si l'Assemblée nationale a le dernier mot, tout est affaire de symboles. Symboles comme le droit de vote des étrangers aux élections locales, un texte porté par le tout nouveau groupe des Verts au Sénat. Fait rarissime, c'est le Premier ministre lui-même qui vient en débattre dans l'hémicycle. Avec cette proposition, la gauche s'engage dans une voie dangereuse avec légèreté. Il était un devoir moral pour nous, par rapport à cet engagement moral, que d'inscrire ce texte. Nous le faisons en vertu des principes, des valeurs qui sont les nôtres. Le texte a été adopté à 7 voix près. Mais la gauche ne gagne pas à tous les coups. Récemment, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, a dû annoncer le report des États généraux des collectivités, la droite ayant refusé d'y participer. Une nouvelle majorité, une nouvelle ambiance au Sénat. Alors Jean-Pierre Bel, d'abord sur le budget 2012 remanié, adopté au Sénat avec 30 milliards de recettes fiscales supplémentaires. Il est réaliste ce budget ? Écoutez, oui, je crois. Nous avons procédé de manière différente sur la partie recettes que sur la partie dépenses, puisque sur la partie recettes, nous avons montré, je crois, sans rentrer dans le détail, quelles étaient les grandes directions d'une politique économique et sociale, puisque tout est lié, de gauche. Et ce que serait un budget de gauche, et notamment en n'acceptant pas tout ce que Nicolas Sarkozy a mis en place depuis 4 ans et demi, et qui consiste à favoriser les plus riches de notre société. Nous avons en effet revu à la fois les dispositions qui ne sont pas encore totalement supprimées du bouclier fiscal, et en même temps nous sommes revenus sur l'exonération des heures supplémentaires, la loi TEPA, un certain nombre de sujets qui étaient la marque de fabrique du gouvernement Sarkozy. Mais personne ne peut se scandaliser de cela. Ils ne sont pas venus ici pour tomber dans je ne sais quelle complaisance. Non, mais ici se scandalise de voir que dans ce contre-budget, c'est la marque du projet économique de François Hollande. Ce que dit la droite, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous ne vous en cachez pas ? Que nous soyons en cohérence avec les orientations du candidat à l'élection présidentielle ne me paraît pas être un élément aussi scandaleux que cela. Nous sommes des femmes et des hommes de gauche. Nous avons des convictions, nous avons des valeurs. Nous les partageons très largement et sans difficulté entre les différents bancs de l'hémicycle à gauche, communistes, les radicaux de gauche, les Verts, et donc bien sûr le groupe socialiste, et nous les portons dans les textes sur lesquels nous intervenons. Donc vous confirmez que le Sénat est le nouveau visage, voire le laboratoire de François Hollande ? Je confirme que le Sénat est passé à gauche. Et qu'il est le laboratoire de François Hollande ? Le laboratoire, c'est les idées émises par François Hollande ? J'ai vu que nos collègues de l'UMP nous ont lancé ce mot de laboratoire. Moi, je prends ce mot et je suis d'accord. Je pense qu'un laboratoire, c'est un endroit où on fait preuve de créativité, d'inventivité, de réflexion pour l'avenir. Et je pense que c'est ce qu'on attendait aussi de nous. Vous parlez beaucoup des collectivités locales dans ce budget dont on parle. Ce sont au total 650 millions d'euros de dépenses nouvelles pour les collectivités locales. Elles sont très gâtées. Mais est-ce que c'est vraiment responsable en temps de crise ? Je pense d'abord que les collectivités aujourd'hui ne sont pas très gâtées. Je pense qu'au contraire, elles ont affronté des périodes très difficiles et les moyens des collectivités aujourd'hui, ça devient un vrai problème puisque c'est par les collectivités locales et territoriales que la croissance peut redémarrer dans ce pays. Donc vous mettez ces 650 millions face aux 30 milliards de recettes supplémentaires dont nous venons de parler tout à l'heure. La question, c'est pas que nous sommes interdits de déployer, de dépenser, d'engager des efforts. Mais nous, notre problème, justement, c'est de redéployer dans le sens de la justice sociale, de la solidarité entre les territoires. C'est comme ça que nous voulons faire. Et donc, bien sûr, il y a des endroits où nous
nous trouvons au terme de notre travail des recettes supplémentaires. Et puis, il y a aussi des points budgétaires sur lesquels nous engageons. De votre budget, les collectivités. Nous sommes l'Assemblée des collectivités territoriales. Et à ce titre-là, nous devons avoir un regard particulier. Puisque nous parlons, avant de parler des autres textes du Sénat, puisque nous parlons de budget et d'argent, le journal La Tribune révèle aujourd'hui ce que pourrait être, je le mets au conditionnel, l'ampleur des pertes du Sénat qui aurait, parmi d'autres institutions et parmi d'autres sociétés, eu le tort de faire confiance à Madoff. C'était fin 2008. Est-ce que vous confirmez cette ardoise, dont vous héritez d'ailleurs, qui est de l'ordre de 11 millions de dollars, 7 millions d'euros? Écoutez, je crois que cela a été dit. Ça se déroulait en 2008-2009, donc je n'ai pas eu connaissance directement et à cette époque-là de cet engagement. Je crois qu'un certain nombre de décisions ont été prises suite à ce placement qui a été un placement périlleux, mais le Sénat a fait bien d'autres placements qui se sont révélés plus intéressants pour lui et qu'à partir de là, il a été décidé qu'il n'y aurait plus de placement en dehors des cyclaves nationales. Vous devez combler 7 millions d'euros? C'est une série de placements qui ont rapporté au Sénat. Globalement, cela est extrêmement bénéficiaire, mais il faut déduire donc ce mauvais placement qui n'a pas été une bonne chose. Voilà. Alors, autre sujet, annoncé en grande pompe, les états généraux des collectivités territoriales ont été finalement repoussés, la droite sénatoriale refusant d'y participer, dit-elle, pendant cette campagne présidentielle. Est-ce que vous avez vécu ce report comme un échec ? Pas du tout. J'ai lu et j'ai vu que certains allaient même jusqu'à dire que j'aurais plié devant je ne sais qui, du MEP, mais c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Lorsque je suis arrivé à cette fonction, j'ai souhaité voir l'ensemble des groupes politiques du Sénat de façon à envisager avec eux de quelle manière nous pouvions donner la meilleure image du Sénat. C'est-à-dire montrer une assemblée qui change, qui connaît l'alternance, mais qui en même temps est capable d'aller vers ce qu'on pourrait appeler une gouvernance partagée. Et donc nous avons parlé entre nous, et j'ai fait un certain nombre de propositions, nous allons peut-être y arriver tout à l'heure. Et parmi celles-là, il y avait l'idée, tout simplement, pour tirer les conséquences de ce qui s'était passé. Tout de même, il y a eu le 25 septembre 2011, le Sénat a basculé, il a connu l'alternance. La leçon de cela, c'est bien un certain mécontentement dans les territoires de la part des élus locaux. Et donc tendre la main à ces élus locaux qui avaient peut-être considéré qu'ils n'avaient pas été suffisamment entendus, et plutôt que de faire descendre de Paris, des ministères, des bureaux des ministères vers les collectivités, leur dire allez-y, exprimez-vous. Donc c'est ce que j'ai proposé avec ces états généraux, et je dois dire d'ailleurs que dans un premier temps, ils ont tous accepté, y compris au bureau du Sénat. Puisque volte-face vous a surpris? Non, mais déçu, au moins. Non, mais je n'en fais absolument pas. C'est le jeu politique. Je n'en fais pas une affaire du tout. Nous avons vu que, puisque il y avait un changement de position, puisqu'aujourd'hui ça posait problème à l'UMP, ce sont les seuls à qui ça pose problème, puisque Jacqueline Gouraud de l'Union centriste nous a annoncé la semaine dernière qu'elle venait participer au comité de pilotage qui préfigure ces états généraux. Mais moi, je ne veux pas être mesquin, je ne veux pas être dans la polémique. Mais ces états généraux sont maintenus, Jean-Pierre Bel? Bien sûr. Après les élections, ils auront encore un intérêt après? Ça va, d'une certaine manière, commencer dès à présent. Puisque nous avons envoyé le questionnaire, ce n'est pas du tout une ingérence dans la vie politique nationale, et notamment pas par rapport à la future élection présidentielle et législative. Et donc, nous allons dans un premier temps demander aux élus locaux de donner leur ressenti de la situation. Mais vous savez, on ne peut bien faire que si tout le monde est d'accord. Moi, je ne veux pas en faire un objet de polémique. Je suis président du Sénat. Je me dois de prendre un petit peu de hauteur. Et c'est pourquoi j'ai, bien entendu, accepté de revoir le temps final de ces états généraux, c'est-à-dire les forums qui auront lieu dans les régions et ensuite le grand moment de rassemblement des élus qui vont fournir une plateforme sur les questions qui sont des questions pour nous très importantes. Mais ça se fera après les élections en espérant que le président de la République et le gouvernement qui sera alors en place utilisent cette plateforme pour les prochaines réformes à prévoir en direction des collectivités territoriales. Alors, encore une question d'actualité avant de parler de vous et de votre candidat François Hollande. D'abord sur le vote de la règle d'or qui est revenu à l'ordre du jour via l'accord européen à 26. Le gouvernement vous invite à la table de responsabilité pour inscrire cette règle d'or dans la Constitution. Quelle est la réponse définitive du président du Sénat ?
D'abord, il n'y a pas une règle d'or. Parce que si nous avions accepté la règle d'or du président Sarkozy il y a quelques semaines, nous serions en contradiction dès aujourd'hui par rapport à ce qui nous est proposé dans ce traité que l'on ne connaît pas encore dans les détails, qui constitue une règle d'or, puisque c'est un mot magique, différente. Voilà, vous dites réponse définitive, c'est cette règle d'or qui est prévue par l'accord signé par les 26 aujourd'hui. Donc, nous, vous le savez, nous pensons que cet accord signé entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy n'est pas exactement ce qu'il aurait fallu faire dans la situation. Et donc François Hollande a annoncé que nous reverrions cet accord parce qu'il y a pour nous une vision qui est une vision différente des manières et des voies et moyens pour faire face à la crise aujourd'hui. Donc seul contre tous, contre les 26 ? Non, nous ne serons pas seuls contre les 26. Vous avez déjà des alliés ? Si vous faites le tour de tous ces pays, vous verrez que nos préoccupations, elles sont largement reprises ailleurs. Le SPD, donc le parti, les sociaux-démocrates allemands, ont repris très largement les préoccupations et les propos de François Hollande, qui a été acclamé à leur congrès il y a encore quelques jours. François Hollande, justement, vous avez des liens privilégiés avec lui. Est-ce que vous estimez qu'il fait une bonne campagne ? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre. Moi, je suis satisfait de la façon dont les choses se passent. Ça n'aurait pas pu être mieux. Si l'on m'avait dit qu'à la fin du mois de décembre ou à la mi-décembre, nous aurions un niveau de popularité et des sondages qui mettent notre candidat à plus de 30% au premier tour et à entre 57 et 60% au deuxième tour, très franchement, je crois que vous avez assez d'expérience pour savoir que les sondages, ça va, ça vient. Vous ne vous inquiétez pas de la suite ? Mais non, mais parce que François Hollande est à un tel niveau des sondages qu'il a regroupé face à lui toute une série de personnalités, voire même de candidats, dont l'unique objectif est de taper sur François Hollande. Et donc, nous savons ce qui se passe à l'Élysée. Tous les matins, on se réunit pour quelle sera la meilleure formule pour attaquer, interpeller, c'est le mot le plus gentil que je peux trouver, François Hollande. Donc, de tous côtés, François Hollande se voit traité de tous les noms d'oiseaux. Mais moi, je remarque... Comme l'était un certain Nicolas Sarkozy il y a peu de temps. Pas vraiment, c'est pas du tout la même position. Parce que moi, je remarque un François Hollande extrêmement calme, très déterminé, qui sait exactement comment il va gérer son temps d'aujourd'hui jusqu'au mois d'avril pour le premier tour et au mois de mai pour le deuxième tour. Il sait exactement où il va, il anticipe la situation et cette confiance, cette sérénité, mais aussi cette détermination et cette envie de gagner, ça me rend encore plus optimiste pour les mois à venir. Pour finir, Jean-Pierre Bally, il y a quelques temps, les journaux titraient sur l'inconnu du grand public. L'inconnu, c'était vous qui a remporté le Sénat. Aujourd'hui, vous en êtes le président et vous êtes le deuxième personnage de l'État après le président de la République. Est-ce que c'était votre ambition ? J'ai toujours dit que ça n'était pas mon ambition de devenir président du Sénat il y a quelques mois, quelques années. Ce qui était mon ambition, c'était de voir l'alternance vivre au Sénat. Mais aujourd'hui, je suis président du Sénat. Et vous savez, je crois que la fonction crée la personne. Le mot de la fin pour vous, la gauche n'est pas arrivée par accident au Sénat ? Elle a vocation à rester longtemps, selon vous ? La gauche est légitime, elle n'est pas arrivée par effraction. Élections ? Écoutez, ce n'est pas ma préoccupation. Je ne suis pas aujourd'hui en campagne pour le prochain renouvellement. Moi, je veux réussir ce que nous sommes en train de faire. Il y a encore jusqu'à la fin 2011 beaucoup de travail sur mon bureau, là, dans les dossiers. Il y aura beaucoup de travail dans les mois à venir et je suis totalement concentré là-dessus. En aucune manière, je ne pense à je ne sais quel renouvellement, car c'est la meilleure façon de perdre. Merci beaucoup, Jean-Pierre Ball, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Et la suite du 22h, c'est l'heure à présent de notre décryptage avec nos invités ce soir. Je vous les présente avec plaisir. Le rédacteur en chef et éditorialiste au Nouvel Observateur, Serge Raffi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors on va d'abord parler de la surprise. Villepin, alors qu'il semblait avoir renoncé à sa candidature, eh bien, il a quand même surpris beaucoup de monde hier en se lançant dans la bataille de 2012. Alors quel avenir pour cette candidature? On en parle dans un instant, mais d'abord les faits avec Thomas Raguet. Dominique de Villepin ira-t-il jusqu'au bout? Après l'annonce surprise de sa candidature hier soir, la question est sur toutes les lèvres. Car avec 1% d'intention de vote, Dominique de Villepin est surtout loin d'avoir l'équipe nécessaire pour mener campagne. Certains de ses ex-soutiens tentaient de le ramener à la raison ce matin. On est là dans l'aventure d'un homme qui a besoin d'aller au bout de sa cohérence, au risque en ce moment d'être un peu fragile sur les raisons même de cette candidature. C'est la raison pour laquelle jusqu'au bout, moi je continuerai d'en appeler à l'union parce qu'encore une fois la place de Dominique de Villepin est aux côtés du président de la République. Il est bien loin le temps de la halle Fraissinet où 6000 personnes étaient venues écouter l'ancien Premier ministre. Ce jour de juin 2010,
Dominique de Villepin lançait son mouvement, République solidaire. Un mouvement qui depuis a perdu ses principales têtes de pont, même si son site internet indique toujours le contraire. Mais pour Jean-Pierre Grand, l'un des 2 seuls députés encore à ses côtés, le candidat fera bien campagne, même modestement. L'élection présidentielle, c'est pas une question de moyens d'un candidat. C'est une vision, c'est une expérience, c'est du courage, c'est un projet qu'un homme doit porter devant les Français ou peut porter devant les Français. Et ça se quantifie pas en euros. Ni argent, ni signature. Pour l'heure, la candidature de Dominique de Villepin paraît bien illusoire. Reste à savoir pourquoi il se lance. Véritable panache gaulien ou posture tactique? Lui que l'on croyait réconcilié avec le chef de l'État ces derniers mois, semble toujours vouloir jouer son rôle de poil à gratter de la majorité. Et pour en parler, Serge Raffi, est-ce que vous avez été surpris, vous, hier, par cette annonce de candidature ? Franchement, non, pas du tout, parce que je pense que Dominique de Villepin n'a pas vraiment le choix. C'est une espèce de posture, comme on vient de le dire, tactique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, posture tactique? Eh bien, pour moi, la posture tactique, c'est qu'il faut qu'il se protège, parce que Dominique de Villepin a besoin d'être une victime. Car aujourd'hui, il est un homme seul. Je dirais que c'est un peu le chevalier Bayard qui est devenu Don Quichotte. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'armée, il n'a pas de troupes, il n'a même pas un grognard pour lui tenir la serviette. C'est vraiment donc quelqu'un de totalement isolé, je dirais presque coupé du monde, et surtout il a été asséché depuis des mois, son camp a été asséché par Nicolas Sarkozy, il l'a complètement encerclé judiciairement, on avait encore les affaires qui continuent à sortir, on pensait à un moment donné qu'il y avait un pacte, on l'a même écrit, qu'il y avait un pacte, le fameux pacte de la lanterne où les 2 hommes s'étaient retrouvés un week-end donc à Versailles, et on avait dit ça y est, ils ont enterré l'âge de guerre, les affaires judiciaires c'est terminé, et on se rend compte que les affaires judiciaires ne sont pas terminées. L'affaire Relais-et-Château qui vient de sortir, où on semble vouloir l'impliquer dans cette histoire de corruption, qui n'est pas énorme, mais qui est quand même une histoire de corruption, fait que Dominique de Villepin continue à être la cible d'un certain nombre d'attaques, c'est-à-dire qu'il avait cru, je crois, un temps qu'après l'affaire Clearstream, après sa relaxe, il pensait que c'en était fini pour lui des affaires judiciaires, et en fait, avec M. Bourgi, qui a commencé encore une fois à lui lancer au lance-flammes même des affaires de porteurs de valises venus d'Afrique, ensuite M. Takiedine. Qui a fait pchit, parce que l'affaire a été classée par la justice. Et en plus de ça, il n'a rien dit au fond, M. Bourgi. C'est-à-dire que c'était des opérations un peu comme ça, d'agite-propre, si je puis dire, mais qui salissaient quand même terriblement l'image de Dominique de Villepin. On a retrouvé encore une autre affaire avec M. Takiedine, qui là encore faisait porter le chapeau de M. de Villepin sur les affaires d'argent sale qui auraient circulé aussi dans l'affaire des contrats Agosta au Pakistan. Et là, encore une fois, cette affaire qui sort. Donc effectivement, dans cet encerclement, quelle posture il peut avoir? Soit il reste replié sur lui-même et il prend des coups, soit il se met dans la position de victime, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2005 avec l'affaire Clearstream. On retrouve un peu cette posture où il va devenir la victime, c'est-à-dire qu'en étant candidat, il va pouvoir avoir une arme terrible, c'est de dire, vous voyez, on veut m'empêcher d'être candidat, on sort des affaires contre moi. Et je crois qu'essentiellement, c'est une tactique la meilleure défense, c'est l'attaque, et là, il attaque. Les médias l'ont rappelé aujourd'hui, et vous le dites là à l'instant, ses intentions de vote sont quasiment invisibles, son parti est disloqué, ses amis sont partis, mais tout de même, qu'est-ce qui l'anime? Quand on l'a écouté hier sur TF1, il dit les choses avec beaucoup d'éloquence, de panache. Est-ce qu'il sent sa destinée? Est-ce que c'est prédestiné qu'il se présente, malgré tout ce que vous dites, cet environnement? Franchement, là, je pense que c'est plus un numéro d'acteur que quelqu'un qui croit encore en son destin. Ou alors, s'il croit en son destin, c'est que vraiment, il y a un côté, je redis, je réutilise le mot Don Quichotte, c'est-à-dire qu'il est face à des moulins à vent, il est seul et il n'a pas de troupe. Or, on ne se présente pas à une élection présidentielle dans les conditions dans lesquelles il est en train de se présenter. Il est sûr d'aller dans le précipice, il va dans le mur, il le sait. Donc, c'est une posture. Est-ce qu'il tiendra seulement? Est-ce qu'il aura les 500 signatures? Parce que ça, c'est même pas gagné. Est-ce que la gauche a même intérêt à ce qu'il soit candidat? C'est même pas sûr, parce que si effectivement il n'a pas de poids, il ne servira à rien. Donc son espace politique est considérablement réduit. Et je dirais vraiment, il est réduit. C'est une peau de chagrin.
D'ailleurs, vous traduisez ce que vous dites, vous l'avez traduit par écrit puisque vous lui consacrez votre coup de sang dans le Nouvel Observateur. Malgré tout, il n'apparaît pas, on l'a dit, sur les écrans radars des sondages, mais beaucoup de gens de droite, on l'a vu dans notre sujet, sont sortis pour dire qu'il faisait partie de la famille. Pourquoi quelqu'un qui est si bas dans les sondages intéresse tellement, lui, un peu? Est-ce qu'il n'est pas un caillou dans la chaussure de Sarkozy? Tout simplement oui, c'est une toute petite épine, mais c'est même pas un caillou, c'est une toute petite épine qui a même pas accroché le pied. Je pense que même si, imaginons qu'il se maintienne et qu'il fasse 2 ou 3%, on l'a bien vu pour Lionel Jospin en 2002, une addition de petits scores fait qu'un candidat, effectivement, le candidat majoritaire d'un camp peut être battu au premier tour si justement il y a un émiettement de son propre camp. Et Dominique de Villepin, dans ce cadre-là, il participe à cet émiettement, mais pour l'instant, je pense qu'il n'est pas un candidat dangereux. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un retour, vous le remarquez peut-être, Serge Raffi, des gaullistes? On a vu François Bayrou, et d'ailleurs ils montent dans les sondages, c'est aussi la posture et c'est peut-être aussi le parcours qui symbolise. Est-ce qu'ils sont encore gaullistes, tous ces gens-là? Parce que selon vous, ils le sont? Il y a eu cette espèce d'analyse de dire qu'au fond, ça y est, Nicolas Sarkozy était encerclé par les anciens chiraciens qui sont au gouvernement, Alain Juppé, Valérie Pécresse, Christian Jacob à l'Assemblée nationale, etc. Et tous ces gens-là étaient chiraciens. Mais qu'est-ce que le gaullisme aujourd'hui dans un gouvernement où, au fond, le néolibéralisme à la Sarkozy l'a complètement emporté? C'est-à-dire que le discours qu'il tient aujourd'hui sur la régulation, il y a quelque temps, c'était un discours il était étranger complètement à cette posture politique. Là, il y a un espèce d'ajustement qui, pour moi, est de circonstance, mais profondément, Nicolas Sarkozy n'est pas gaulliste. Et donc, les gens qui sont autour de lui et qui gouvernent avec lui ne sont plus. C'est clair. Serge Raffi, restez avec nous. On va continuer à parler de politique et de la visite du chef de l'État. Demain, c'est en Haute-Savoie, donc mardi, pour évoquer un thème précis qui revient souvent, c'est la nécessité de produire français. Jean-Louis, d'ailleurs, il n'est pas le seul à en parler. Nicolas Sarkozy, pourquoi cet engouement pour ce thème de produire français? Effectivement, les usines sont très à la mode dans le monde politique aujourd'hui. Monsieur Hollande était en Saône-et-Loire et visitait une usine vendredi. Monsieur Sarkozy est un véritable pilier d'usine. Il y va très souvent. Il y va demain à Sallanches en Haute-Savoie. Bayrou a relancé, ce qui était absolument étonnant dans sa bouche, le thème de produire français, de consommer français, acheter français. Voilà. Et vous ne verrez jamais un homme politique dans une salle de trading au milieu de téléphone ou dans une entreprise de publicité alors qu'il s'en sert bien souvent. Non, on va soit au salon de l'agriculture, soit dans les usines. Alors, pour 2 raisons, il y a un problème politique d'abord. Le vote ouvrier est de plus en plus attiré par Madame Le Pen, ce qui dérange évidemment et la droite traditionnelle et la gauche. Et puis, il y a également une inquiétude réelle, c'est-à-dire la désindustrialisation de la France, et qui n'intéresse pas que les ouvriers, qui intéresse l'ensemble de la population française. On le voit, par exemple, sur le quinquennat de M. Sarkozy. À la fin de ce quinquennat, grosso modo, le PIB de la France sera au niveau où il est arrivé. Parce qu'évidemment, il y a eu la forte récession de 2009 et on ne fait que rattraper le retard. Alors que sur la production industrielle, on sera pratiquement 15% en dessous. Donc il y a un véritable problème, avec perte évidemment du nombre d'ouvriers, perte de compétitivité. Les parts de marché de la France dans le monde diminuent, et pas seulement dans le monde, parce qu'on pourrait accuser que la Chine, par exemple, ou les pays de l'Asie, mais également au sein même de l'Union européenne. Donc il y a un véritable problème. Ce qui a fait l'essence, on parlait du gaullisme à l'instant, ce qui faisait l'essence d'une base industrielle relativement forte de la France, est effectivement en perdition, d'où cet intérêt porté aux usines aujourd'hui et aux produits français. Oui, Serge. Je rebondis sur ce que dit Jean-Louis Gambeau. Le gaullisme, c'était justement l'intervention de l'État, c'était même le plan, c'est-à-dire que ce mot qui a terrifié les néolibéraux pendant